Ce soir, programme national de soins dentaires. Le Canada a-t-il encore les moyens de ses ambitions? On en débat avec notre panel de députés. Le gouvernement Legault crée un super ministère de l'identité québécoise. Doit-on s'attendre à une nouvelle dynamique dans les relations Québec-Ottawa? L'analyse du chroniqueur politique Antoine Robitaille. Et que penser du français devant la commission sur l'état d'urgence? L'avis de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le projet de loi C-31 sur l'assurance dentaire et l'aide au logement pour les plus démunis revient à l'avant-scène cette semaine aux communes. Cette pièce législative, qui est au cœur de l'entente de l'hiver dernier entre libéraux et néo-démocrates, doit permettre au gouvernement d'envoyer des chèques aux familles qui gagnent moins de 90 000 $ par année afin de les aider à payer les frais de soins dentaires pour leurs enfants de moins de 12 ans. Elle prévoit aussi le versement de 500 $ pour aider les Canadiens à faible revenu à payer leur loyer, une aide ponctuelle qui est estimée à elle seule à 1,2 milliard de dollars. À la Chambre des communes, cet après-midi, le Bloc québécois a déploré que le Québec ne recevra pas sa juste part de ces deux programmes. Si le gouvernement voulait aider les familles avec de jeunes enfants, il aurait pu simplement augmenter l'allocation pour enfants. Mais non, ça, c'est bien trop simple. Alors, il a inventé un chèque pour les soins dentaires des 12 ans et moins. Aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget confirme que ce chèque discrimine les familles québécoises. Un enfant québécois reçoit la moitié d'un enfant hors Québec. Les Québécois ont 23 % des enfants. Ils auront seulement 13 % du 700 millions promis. Est-ce que le gouvernement va corriger le tir pour que son chèque dentaire ne discrimine pas les familles québécoises? Bravo! L'honorable ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je suis très content et très reconnaissant de recevoir cette question parce que ça me permettait de préciser qu'au Québec, non seulement les enfants québécois et leurs familles ont-ils déjà accès à des soins dentaires lorsqu'ils ont en bas de 10 ans, mais ils sont complétés maintenant par un investissement additionnel du gouvernement canadien, en particulier en matière de prévention. On parle de fluorure, on parle de détartrage, on parle de nettoyage des dents, on parle de prévention à l'égard des gencives. Tous ces services sont maintenant admissibles à la prestation dentaire canadienne, que l'on espère évidemment passer rapidement en comité et au Sénat. Et maintenant, pour débattre du projet de loi C-31, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour le Parti conservateur, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Christine Normandin et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Le Bloc québécois, Christine Normandin, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre collègue Alain Thérien. Vous dites que le Québec ne recevra pas sa juste part de C-31. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Bien, en fait, bon, on le sait, ce programme-là, nous, on l'a dit dès le début, c'est pas tant une assurance dentaire qu'une assurance majorité. Et le directeur parlementaire du budget nous a fait la preuve que c'était mal ficelé. Le Québec a 23 % des enfants du Canada, mais ne recevra que 13 % du montant global de l'enveloppe pour les soins dentaires. Donc, il y a deux aspects négatifs qui ont été relevés par le directeur parlementaire du budget. D'une part, le programme est un peu anti-syndicaliste d'une certaine façon. Le Québec a davantage de syndiqués que le reste du Canada. Ces syndiqués-là, souvent, ont une assurance collective. Ils sont automatiquement exclus de l'application de C-31. D'autre part, c'est un programme qui est un peu anti-mesures sociales. C'est même une prime à la médiocrité parce que les provinces qui ont un meilleur filet social, un meilleur programme déjà, reçoivent une moins grande part du gâteau. Donc, l'intention était peut-être bonne à la base, mais on le voit dans son application que ça a des effets pervers qui étaient, j'ose espérer, pas anticipés. Bon, vous proposez des amendements en bloc ce soir. En quoi consistent ces amendements, justement? Rapidement. Mais sur la portion soins dentaires de C-31, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement que le Québec ait un droit de retrait avec pleine compensation, qu'il puisse administrer lui-même le programme là, à travers et qu'il soit plus efficace dans son application. Bon. Je vais aller tout de suite aux libéraux, Greg Fergus, parce que votre projet de loi aurait été écrit trop vite. Madame Normandin disait mal ficelé. Il y a plusieurs dizaines de milliers de Québécois qui auraient été oubliés. C'est donc débattu cette semaine en comité. Est-ce que vous êtes ouvert à y apporter des amendements chez les libéraux? On est toujours ouvert à des amendements, mais je dois contester l'idée que c'est mal ficelé. L'idée de ce programme-là, c'est de remplir où il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Au Québec, ma province, on a une situation où on couvre les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Alors, il n'y a pas de couverture automatique du gouvernement de 9 à 12 ans. Deuxièmement, on n'est pas là pour on ne veut pas décourager
les provinces ou des employeurs à avoir des programmes sociaux. On n'est pas là pour remplacer des programmes, on est là pour adresser où il y a une lacune. Et la lacune, c'est qu'il y a plusieurs enfants au Québec entre 9 et 12 ans qui ont des parents qui gagnent moins de 90 000 $, qui n'ont aucune couverture de soins dentaires, soit payés par l'employeur ou soit payés par l'État. Et on est là pour s'assurer que ces gens-là, ces jeunes-là, auront de la couverture dès la fin de cette année. Les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes contre C-31. Vous dites qu'il contient des mesures inflationnistes, mais les libéraux et le NPD disent que, justement, C-31 vise à aider les plus démunis à faire face à l'inflation. Alors, comment vous expliquez votre position? Ben, écoutez, on vient d'entendre M. Fergus nous dire que pour le Québec, c'est très spécifique, c'est pour les gens entre 9 et 12 ans. Bon, il y a des mesures beaucoup plus générales qui auraient pu aider à combattre l'inflation, comme de diminuer, renoncer aux hausses de taxes au 1er janvier, puis renoncer à augmenter la taxe sur le carbone. Mais ça, c'est la question. Mais je suis tout à fait d'accord avec ma collègue du Bloc qui dit que ce projet de loi a un seul objectif, c'est de protéger la majorité des libéraux. Ça a été fait sur le coin d'une table. Les premiers ministres, les ministres de la Santé n'ont pas été consultés. Ils ont été informés que le gouvernement s'en venait parce qu'il devait absolument rencontrer les échéances de son deal avec le NPD. C'est pas comme ça qu'on fait des projets de loi pour aider la société. C'est pas comme ça qu'on travaille. Au Canada, on respecte les juridictions, on respecte les compétences des provinces. C'est les provinces qui, depuis tout le temps, ont été responsables de la santé. Et là, tout d'un coup, on décide d'improviser quelque chose qui, comme on le voit, là, fonctionne dans une province, fonctionne pas dans l'autre. Le directeur parlementaire du budget a été très, très clair là-dessus. Le Québec n'a pas sa part dans ça. Et tout ça parce que le Québec avait effectivement déjà un meilleur filet de sécurité sociale. Donc, c'est inacceptable, c'est broche à foin. Puis, le gouvernement devrait cesser de dire n'importe quoi concernant la lutte à l'inflation. C'est uniquement pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, pour s'accrocher au pouvoir. Donc, vous dites improviser, broche à foin. Nikki Ashton, je vais vous entendre parce qu'au NPD, vous êtes au cœur de cette entente avec le gouvernement libéral l'hiver dernier. Qu'est-ce que vous pensez d'abord des amendements qui sont proposés par le Bloc québécois aujourd'hui? En premier, on est ouvert à regarder les amendements des autres partis comme celui du Bloc, mais c'est clair pour nous autres qu'il faut avancer avec avec de l'appui pour les familles qui sont en crise maintenant, les familles pour lesquelles les coûts des soins dentaires sont parfois impossibles. Et c'est clair qu'on sait au Québec, plus de 71 000 enfants vont recevoir de l'appui à travers ces subventions et on sait que 92 millions de dollars iront aux enfants du Québec pour les aider leurs parents en termes de leurs soins dentaires. C'est pas des petits nombres, c'est un besoin essentiel. Moi, je le sais comme maman. Heureusement, on a tous comme députés la couverture à travers notre emploi, mais la vérité, il y a beaucoup de familles qui sont en crise maintenant. Ils ont besoin de cette aide. Bon, je veux revenir avec vous sur l'inflation et les risques de récession au pays parce que la ministre Chrystia Freeland a été vraiment claire la semaine dernière. Son gouvernement devra faire des choix, pourra pas aider tout le monde. On sait que le programme temporaire de soins dentaires et d'aide au logement, ça représente 2 milliards de dollars. Sa mise en place définitive, ça va coûter des milliards de plus. Je vous demanderais, est-ce qu'on a encore les moyens de nos ambitions compte tenu de la récession qui est anticipée? Et là, je vais vous demander chacun de répondre en 30 secondes à peu près chacun. Greg Fergus, je commence par vous. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions encore? Heureusement, les Canadiens ont travaillé très fort pour produire des emplois et des jobs. Et puis, leur gouvernement a respecté ça. On a supporté les Canadiens durant la pandémie. On a le meilleur bilan parmi les pays industrialisés. On a le dette le moins important par rapport à son PIB. Alors, on a des moyens, mais il faut être très prudent avec les dépenses des Canadiens pour s'assurer qu'on peut toujours avoir un avenir meilleur. Moi, je pense qu'on a trouvé le juste équilibre pour venir en aide aux familles qui l'ont besoin et aussi d'appuyer nos entreprises pour qu'ils puissent créer des nouveaux emplois. Luc Berthold, M. Fergus dit on a les moyens, mais il faut être très prudent. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un nouveau discours chez les libéraux sur être prudent avec les dépenses publiques. 100 milliards avant la pandémie, 500 milliards pendant la pandémie, dont 200 Vous avez milliards voté de pour nouvelles dépenses toutes ces mesures-là. absolument 200 milliards qui avaient absolument aucun rapport avec la pandémie. Ils ont profité de l'occasion pour donner libre cours à leur volonté de dépenser. Et nous, on dit, honnêtement, c'est la lumière qu'a vu Mme Freeland en disant, il faut trouver de l'argent maintenant si on veut proposer des nouveaux programmes. Ils devraient peut-être le mettre en application maintenant de manière rétroactive, d'autant plus qu'on a vu le nombre de fonctionnaires de l'État gonfler pendant la pandémie. Je pense que là-dessus, parlant de prudence fiscale, les libéraux ont pas vraiment beaucoup de crédibilité. Christine Normandin. En fait, nous, on est loin d'être contre des mesures qui vont donner un coup de pouce à la population durant le contexte économique qui est difficile, mais encore faut-il bien gérer les programmes. Et on parle de l'aide au logement. Dans ce cas-ci, encore une fois, le Québec est perdant parce qu'un des critères pour être bénéficiaire du programme, c'est qu'on doit payer plus de 30 de ses revenus pour son loyer. Et au Québec, tout ce qui est logement social a déjà ce critère-là pour s'assurer que les gens paient moins de 30 Donc, il n'y a personne qui va bénéficier de l'aide au loyer au Québec. Encore une fois, une bonne intention, mais doublée d'un projet de loi mal ficelé. Nikki Ashton, le mot de la fin. Est-ce qu'on a les moyens encore de nos ambitions? Expliquez-nous pourquoi vous pensez que oui. Il faut commencer en disant que cette crise d'inflation, c'était pas créé par les travailleurs, par les familles moyennes à travers le Canada. Vraiment, il faut agir pour s'assurer que les riches paient ce qu'il faut, quelque chose qu'on voit pas toujours de la part des libéraux. Moi, je suis préoccupée par la déclaration de Mme Freeland. Il faut trouver des façons pour appuyer Monsieur et Madame tout le monde, les familles qui ont de la misère à payer pour ceux qui en ont besoin. Il faut avancer avec cette vision en tête. Comme député, comme on est ici pour améliorer la vie des Québécois et des Canadiennes. C'est pour ça qu'il faut continuer à investir dans les programmes qu'il faut et s'assurer que les riches paient ce qu'il faut aussi. On va suivre évidemment entre-temps C-31 qui est débattu cette semaine aux communes. Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normandin, Nikki Ashton. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Doit-on s'attendre à une nouvelle dynamique dans les relations entre Québec et Ottawa? Toujours est-il que le premier ministre François Legault a choisi un fervent nationaliste, Jean-François Roberge, pour succéder à Sonia Lebel au poste de ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Le gouvernement de la CAQ a donc présenté la semaine dernière son tout nouveau cabinet qui compte 16 hommes, 14 femmes, dont une ministre d'origine autochtone. C'est une première dans l'histoire du Québec. Alors, j'analyse ce nouveau cabinet avec qui est chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, de même que animateur à Cube Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Esther. Des analystes ont parlé d'un nouveau cabinet sous le signe de la continuité, mais qui comporte quand même des changements importants. Comment c'est reçu d'abord au Québec, ce nouveau cabinet du gouvernement Legault? On est impressionné par la continuité. Jamais on se serait attendu à ce qu'il y ait autant de ministres qui gardent leur poste ou des morceaux de portefeuille qu'ils avaient déjà. Il y a des nouveautés, vous l'avez dit. Il y a la première femme ministre autochtone. C'est une grande nouveauté, évidemment. Il y a des recrues qui accèdent au Conseil des ministres, 9 en tout. M. Legault qui a aussi créé un super ministère de l'économie et il a nommé pour ce poste son ami, il faut le dire, et homme d'affaires Pierre Fitzgibbon, qui en plus d'être donc ministre de l'économie, devient aussi ministre de l'énergie. Quels seront les principaux défis du super ministre Fitzgibbon? Bien, il voulait ce morceau-là du ministère de l'Énergie et des Ressources anciennement pour développer le Québec. Donc, pour se servir des surplus en électricité, on avait jadis énormément de surplus en électricité au Québec pour attirer des entreprises grâce à des coûts très bas de l'électricité. Évidemment, c'est pas nouveau, là. Robert Bourassa déjà a fait ça avec l'aluminerie. Il rêvait d'une vallée de l'aluminerie au Québec. Il y a quand même plusieurs projets qui se sont matérialisés, dont l'aluminerie Alouette. Et là, M. Fitzgibbon, lui, veut faire ça, mais en plus utiliser ce levier-là pour faire de la transition énergétique. Or,
déjà dans les semaines qui ont précédé le remaniement, ben, il y a eu des échos là, chez Hydro-Québec où la PDG, Sophie Brochu, a carrément dit qu'elle ne voulait pas que Hydro-Québec devienne le Dolorama de l'énergie. Donc, elle craignait que on brade toute ambition environnementale pour plutôt faire uniquement de l'ambition énergétique. Monsieur Fitzgibbon qui s'est dit hier prêt à travailler avec Mme Brochu. On va voir ce que ça donne finalement. Je veux qu'on revienne, Antoine, sur Jean-François Roberge qui hérite, lui, de plusieurs dossiers aussi, responsable de la laïcité, de la langue, des institutions démocratiques et des relations canadiennes, de la francophonie canadienne. En fait, ça en fait, lui, un peu un super ministre de l'identité québécoise. On dit que M. Roberge est un fervent nationaliste. Quel message le gouvernement Legault a voulu envoyer au gouvernement Trudeau, vous pensez? Ben, qu'il est sérieux dans ses demandes, hein, notamment en matière de langue, parce que Jean-François Roberge, c'est vrai, dans le passé, mais ça n'a pas paru, je dirais, quand il était ministre de l'Éducation, qu'il était fervent nationaliste. Hein. Il a aboli les commissions scolaires, par exemple, ce qui était une énorme tâche. On l'oublie souvent parce que ça s'est passé juste avant la pandémie. Puis ça aurait eu, moi je pense, énormément d'écho, ça, mais finalement, la pandémie a plutôt braqué les projecteurs sur les problèmes, par exemple, de ventilation dans les classes, et il s'est fait traiter de ventilo-sceptique. Ça a été très difficile, ce dossier-là, pour M. Roberge, comme toute la pandémie. Il a semblé souvent dépassé par les événements. Mais là, donc son nationalisme n'a pas tellement paru. Mais c'est sûr que c'est un ancien employé de comté de Louise Baudouin, donc du Parti québécois à l'époque, dans Chambly. Et là, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va dire? On sait que sur la langue, il était favorable, lui, à l'application de la loi 101 au niveau collégial. Il l'a jamais dit ouvertement, mais on le sait par plusieurs sources que lors de débats au sein du caucus, c'est ce qu'il croyait. Donc, peut-être qu'il va revenir avec ça. Il a dit, pour la loi 96, il faut l'appliquer, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va mener ce combat-là, ce qui serait un combat assez difficile à mener à la CAQ? Antoine Robitaille, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, animateur à Cube Radio également. Merci beaucoup. On aura certainement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Merci, au revoir. Et ce nouveau cabinet à Québec, ce sera justement un de nos sujets de discussion avec notre panel d'Est en Ouest. C'est donc le retour de Tom Urbaniak, qui est professeur en sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Je retrouve aussi Nathalie Desrosiers, professeure et principale du Massey College à Toronto, et Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Je vais vous entendre d'abord sur la nomination du ministre Jean-François Roberge dans le cabinet du premier ministre François Legault à Québec. Bon, on le sait, il porte plusieurs chapeaux. Ministre de la langue française, ministre de la laïcité, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne aussi, entre autres choses. Frédéric, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça laisse présager comme relation Québec-Ottawa, selon vous? J'ai l'impression qu'on va s'inscrire quand même dans une certaine continuité parce que si M. Legault avait vraiment voulu changer la nature de sa relation avec Ottawa, il serait probablement allé avec un ministre un peu plus, disons, qui est vindicatif d'une certaine façon ou qui aurait eu une approche beaucoup plus musclée, comme M. Barrette, par exemple, et donc Jolin Barrette. Et donc, je pense que en choisissant M. Roberge, on a comme du côté de M. Legault coupé la poire en deux, c'est-à-dire pas la continuité incarnée par Sonia Lebel, mais en même temps pas l'approche plus musclée. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous voyez des nuages à l'horizon? Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, mais j'ajouterais, je pense que vu d'ici, vu de l'Acadie, il y a une certaine question à propos de la solidarité Québec-francophonie canadienne. L'ancienne ministre Sonia Lebel a lancé une politique assez élaborée de financement d'un programme de franco-responsabilité. Et est-ce que ça va survivre lorsque le nouveau ministre est aussi
une espèce de batailleur désigné pour le Québec. Et parfois, les intérêts du Québec ne sont pas les mêmes que les intérêts de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec, qui veut souvent plus de l'intervention du gouvernement fédéral. Parlons justement de Sonia Lebel, Nathalie, parce que la prédécesseur au ministre Roberge, c'était Sonia Lebel. Quel bilan les francophones hors Québec font du travail de Mme Lebel, alors qu'elle était responsable donc des relations avec la francophonie canadienne? Je pense qu'elle avait élaboré, au moins, moi j'ai vu le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Ça a été très bien reçu ici. Elle avait bien compris un peu la co-création entre la francophonie hors Québec, les francophonies hors Québec et la francophonie québécoise. Au moins, elle était intéressée à entendre un peu ce dont on parle aujourd'hui là, à l'occasion lorsqu'il peut y avoir des tensions entre les deux projets culturels. Elle est venue souvent à Toronto, alors elle est bien connue du milieu franco-ontarien. En général, je pense que les gens avait apprécié beaucoup son ouverture d'esprit et un certain soutien au projet, entre autres, de l'Université de l'Ontario français. Oui, il faudra voir effectivement comment M. Roberge va assurer la suivi des dossiers. Je veux vous entendre maintenant sur le français à la Commission sur l'état d'urgence. Le conseiller municipal Mathieu Fleury, qui est un francophone, a témoigné la semaine dernière sur les impacts du convoi dans la capitale fédérale. M. Fleury s'est dit senti insulté par l'attitude de l'avocat du convoi des camionneurs, Brandon Miller, surtout lorsqu'il souhaitait répondre en français à une question qui lui était posée en anglais. On va écouter un bref extrait des échanges et on en discute par la suite. Is microaggression, is your understanding of that it means verbal and environmental slights? Je suis francophone, donc si vous voulez être spécifique sur les mots, il va falloir que vous me demandiez en français parce que vous me demandez une théorie de définition. Puis malheureusement, je suis pas assez... ma connaissance de la terminologie en anglais est peut-être inappropriée, monsieur le commissaire. Well, je m'appelle Brandon. Nathalie, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? C'est évident que Mathieu Fleury a raison de dire que c'était insultant. Et je pense que le grand perdant ici, c'est vraiment Maître Miller, parce que la commission est bilingue, les juristes chevronnés savent comment négocier cet environnement-là. Et ce que M. Miller a fait, c'est un peu de démontrer qu'il était incapable qu'il se mettait au centre de l'histoire. C'est ce qui est arrivé par la suite. Il était sur Twitter, tout le monde commentait sur son rôle à lui, plutôt que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de défendre la perspective de ses clients. Alors, c'est toujours une erreur pour un juriste, pour un plaideur, de se mettre au centre de l'histoire plutôt que de respecter l'histoire de son client. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il a démontré évidemment un manque, un certain anachronisme et un manque de sophistication là, dans ce rôle-là devant une commission publique bilingue fédérale. Oui. Frédéric, il y a aussi la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes au Canada, Liane Roy, qui a trouvé ce comportement condescendant, je la cite, là, de l'avocat du convoi des camionneurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté? Oui, tout à fait d'accord. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit aussi quand j'ai vu ça, parce que Mathieu Fleury avait très bien réagi, parce que c'est vrai que parfois il y a des mots de terminologie où on s'exprime mieux dans notre langue, et je peux en témoigner moi-même. Et donc, par conséquent, c'était une très bonne approche de sa part. Et surtout, j'ai beaucoup aimé sa réponse également après, parce qu'il a essayé de faire aussi baisser la tension en disant qu'il y a quand même un certain décorum avec cette commission qu'il faut respecter. Donc, je lui accorderai donc une très bonne note pour la façon dont il s'est comporté également. Tom, je veux revenir avec vous sur la démission du ministre Dominic Cardy du gouvernement de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Ça fait couler beaucoup d'encre. M. Cardy a notamment reproché à Blaine Higgs de tout faire pour retarder le travail de réconciliation entre les communautés linguistiques et les Premières Nations. Et demain, ces deux communautés, justement, vont protester à Fredericton. Alors, est-ce que cette histoire, ça va faire mal à Blaine Higgs?
Oh, bien sûr que oui. Monsieur Cardi a claqué la porte avec beaucoup de bruit et comme vous avez dit, il a reproché à Blaine Higgs, entre autres, de faire rien pour le rapprochement, la réconciliation avec les communautés linguistiques, avec les Premières Nations. Et quelques heures seulement après la démission de Monsieur Cardi, Monsieur Higgs a nommé, a fait un remaniement ministériel et qui a été nommé au cabinet, c'est Kirst Austin, l'ancien chef de la People's Alliance, l'Alliance des gens, qui a un comportement anti-bilinguisme, qui très récemment a questionné des politiques de base de bilinguisme de Nouveau-Brunswick. Beaucoup de monde a reproché à M. Higgs aussi de faire aucune chose pour faire la suite au rapport de la commission qui porte sur la révision des politiques de bilinguisme officiel, qui a fait des recommandations très constructives d'ailleurs. Mais on va voir le 25 octobre, c'est la date de la prochaine discours de trône, et on va voir aussi en janvier prochain, parce que c'est là où M. Higgs a promis de déclarer s'il va se présenter encore comme candidat pour Premier ministre au cours des prochaines élections provinciales. En terminant, Frédéric, il nous reste quelques secondes, là, mais je veux vous en parler avant de vous laisser, parce que c'est aujourd'hui la sermentation du cabinet de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. On a discuté la semaine dernière des préoccupations des Franco-Albertains face à l'arrivée de Danielle Smith au pouvoir. La francophonie va désormais relever du ministre de la Culture, qui est un unilingue anglophone. C'est quoi la réaction de la communauté francophone en Alberta? Une certaine déception parce qu'on aurait voulu quelqu'un au moins qui soit en mesure de parler et de comprendre le français. Et comme c'était le cas avec le précédent secrétaire parlementaire qui avait appris son français dans les écoles d'immersion. Mais en même temps, certains disent aussi le fait d'être attaché au ministre de la Culture, on va voir comment ça va évoluer parce que ça pourrait en fait permettre peut-être une plus grande possibilité pour faire entendre les enjeux francophones. Mais pour le moment, je pense que le jugement est pendant, c'est-à-dire on va attendre de voir comment les choses vont évoluer avec ce nouveau, on peut presque dire ce nouveau gouvernement. Donc, ça va être à suivre. Tom, Nathalie, Frédéric, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. En terminant, un mot pour vous dire que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a finalement été cité à comparaître devant la commission sur l'état d'urgence. M. Ford a toujours refusé jusqu'à maintenant les invitations répétées à participer à cette enquête publique. Nous y reviendrons plus en profondeur lors de notre émission de demain, avec entre autres la spécialiste de la politique ontarienne, Geneviève Tellier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 24 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.